Guerre en Ukraine, impact de la stratégie zéro Covid en Chine, hausse de taux de la part des banques centrales. Voilà, est-ce que ces menaces risquent de faire dérailler l'économie mondiale? On en parle avec vous, Mathieu Plane. Bonjour Mathieu. Bonjour David. Économiste et directeur adjoint du département d'analyse et prévision de l'OFCE. Juste sur la France déjà, on l'a évoqué la semaine dernière ici, mais l'INSEE nous parle d'une réduction, d'une ponction d'un point de croissance perdu cette année pour l'économie française à cause de cette guerre en Ukraine. Et on se dit qu'un point, c'est peut-être dans le meilleur des cas. Oui, alors c'est effectivement ce qu'on appelle une variante. C'est un scénario sur la base d'une hypothèse d'évolution de l'énergie à peu près au niveau auquel on se trouve actuellement. Donc c'est bien sûr pas un scénario avec un embargo, par exemple, sur l'énergie russe. Bon, même si une partie de la valeur aujourd'hui sur les marchés de cette énergie intègre plus ou moins des évolutions conflictuelles là-dessus. Mais clairement, oui, un point, c'est un scénario qui n'est pas non plus extrêmement pessimiste. Ça nous fait une croissance à 2,5%. Alors, de 5, le gouvernement est encore à 4, donc ça ferait plutôt 3. Oui. Et si vous enlevez un demi-point, parce qu'il y a aussi Omicron et les affaires avec la Chine notamment, oui, on peut assez vite se retrouver autour de 2,5. Bien sûr, encore, c'est dû à l'acquis de croissance, du fait qu'on soit rentré avec une croissance très forte fin 2021. Mais si on regarde en glissement annuel, décembre 2022 sur décembre 2021, c'est beaucoup moins flatteur. Oui, là, c'est beaucoup moins flatteur. C'est-à-dire que ce qu'il faut savoir, c'est que même avec une stabilisation du PIB de fin 2021 jusqu'à fin 2022, pour des raisons de dynamisme de la fin de 2021, ce que vous avez expliqué, on aurait déjà... Si tout le monde comprend ce concept-là, c'est hyper important, parce qu'en fait, on dit quoi? Même si on faisait zéro de croissance chaque trimestre, sur les 4 trimestres, on aurait combien? 2,4. Non, mais c'est pour ça. On a, donc, du coup, comment on explique ça simplement? Alors, ça va être très compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, quand on calcule la croissance, c'est par rapport à des moyennes annuelles. Et alors, forcément, le dernier point, s'il est très loin de la moyenne, c'est-à-dire si fin 2021, vous êtes très au-dessus de la moyenne de 2021, parce que ça a été très heurté en début d'année, en fait, si vous stabilisez votre production à la fin de l'année, votre moyenne de 2022 sera bien au-dessus de la moyenne de 2021. Donc, c'est ça le phénomène d'acquis. Mais si on regarde... En général, c'est faible, mais là, avec la variation qu'on a eue au sein même d'une année, les variations infra-annuelles jouent beaucoup sur ces acquis. Sauf que si on fait 4 trimestres de croissance zéro, logiquement, la croissance de 2022, en partant de fin 2022, comparé à fin 2021, on fait zéro. Exactement, donc le glissement est très important, c'est ce que vous dites. Oui, non, il faut regarder les glissements. Pourquoi on ne communique pas sur les glissements annuels? Mais on communique sur les glissements aussi. Non, mais beaucoup moins. Et là, pour le coup, on est en croissance zéro, potentiellement la France. Oui, mais c'est sur un trimestre, en fait, les glissements. Alors que là, on regarde vraiment les évolutions sur l'ensemble de l'année, le PIB, donc la valeur ajoutée réalisée sur l'année par rapport à la valeur ajoutée 2022 peut être nettement moins bonne que le 2,5% qu'on ferait de manière affichée. Oui, alors non, bien sûr, ça veut dire qu'on est dans un scénario de stagnation. Exactement. C'est pas un scénario de croissance, les 2,4, attention, donc vous avez raison. Donc ça voudrait dire aussi, si on fait moins de 2,5, qu'on aurait des récessions potentielles trimestrielles, quoi. Donc c'est quand même très, très, très important. Avec un triple choc, encore une fois, pour l'économie française, là on parlera du monde après, mais même d'ailleurs pour le monde, on a le choc inflationniste, on a le choc sur les chaînes d'approvisionnement qui ne va pas s'arranger avec la stratégie zéro Covid en Chine, et peut-être un choc plus insidieux qui est le choc de confiance. Choc de confiance des entrepreneurs, confiance des ménages. Et ça, on a du mal à mesurer. Pour l'instant, qu'est-ce qu'on voit? On voit quand même que des enquêtes sont bien orientées qu'au mois de février. C'est vrai que les défis sont quand même très importants. J'allais dire l'incertitude, on sort d'une vague d'incertitude qui était très élevée avec Omicron et notamment toute la période de Covid. Et on y retourne. Et avec des conflits, un conflit armé quand même extrêmement inquiétant, avec des conséquences économiques qui peuvent être très fortes. Donc on ne sait pas où ça va s'arrêter. Et la vraie question, c'est du coup comment les économies vont s'adapter à cette situation avec des prix de l'énergie qui sont potentiellement durablement élevés, parce que je vous rappelle que fin 2021, on s'attendait avec un pic d'inflation, mais ça devait être transitoire. Donc là, ça change tout, si on se retrouve avec une inflation durablement élevée, et des nouveaux enjeux, moi je parle même presque d'un nouveau paradigme, c'est-à-dire comment on fait pour justement gérer ces effets potentiellement de second tour sur les salaires, sur les prestations, sur les retraites, et avec une banque centrale qui a des objectifs d'inflation. Et en même temps des gouvernements qui ont des besoins d'endettement qui vont être très forts, à la fois pour, on va dire, compenser le choc, qui est un choc négatif, forcément, on ne produit pas d'hydrocarbures, ça nous coûte juste plus cher. Donc compenser soit les ménages, soit les entreprises avec des aides ciblées, premièrement. Et puis les nouveaux investissements, à la fois qui peuvent être stratégiques, qui sont liés aussi sur la défense, sur l'énergie, etc. Donc on a des besoins qui vont être importants, mais dans un monde avec beaucoup d'inflation. Donc le scénario de la stagflation aujourd'hui est quand même sur la table.
Ouais. Ce choc inflationniste, encore une fois, et on l'a largement dit ici, c'est tout, enfin, c'est l'énergie, ce sont les métaux, les matières premières agricoles, enfin voilà, ceux qui ont des chantiers dans le bâtiment, on voit bien qu'il y a un vrai problème. Tout ça fera du tort, il faut le rappeler à la fois aux ménages, mais aussi aux entreprises. Voilà, et sachant que sur le deuxième trimestre, on sera quasiment à 5% d'inflation, et Dieu merci, on a le blocage des prix de l'électricité et le prix du gaz, sinon on serait à 7. Hein. Voilà, c'est ça. C'est ça, hein. Sur la zone euro, on est à 6 là déjà, les États-Unis ils sont à 8% sur le mois de février. Hein. Donc ça dépend aussi beaucoup de l'évolution du prix du pétrole dans les mois à venir. Oui, donc on est dans un scénario d'inflation durablement élevé là. On n'est pas sur un choc transitoire. Et on voit que la stratégie zéro Covid de la Chine, ça risque de perturber de nouveau, les approvisionnements, encore une fois, les goulots d'étranglement qu'on pensait transitoires deviennent quand même un peu durables. Ça pose quand même beaucoup de problèmes. Si vous rajoutez le problème avec notamment la Russie qui produit du nickel, du palladium, donc plein de l'aluminium, c'est des énormes exportateurs. Donc pour les chaînes de production industrielle, ça va être très compliqué. Donc on va renforcer ces difficultés d'approvisionnement. Donc on risque réellement d'avoir des tensions durables qui sont bien sûr inflationnistes et qui se renforcent avec cette histoire des prix de l'énergie. Donc à la fois du côté des ménages, c'est un choc négatif sur le pouvoir d'achat, c'est une évidence. Et du côté des entreprises, ça ralentit beaucoup le système de production. Donc une fois qu'on a dit tout ça, super, et qu'on doit rajouter aussi, non mais les banques centrales qui aujourd'hui ne seront pas en soutien, les budgets, vous l'avez dit, seront en soutien, mais les banques centrales, on l'a vu la semaine dernière avec la Fed qui prévoit encore, je crois, 7 hausses de taux sur l'ensemble de l'année, plus 3-4 en 2022, plus la réduction de 100 000 ans à partir du second semestre, si je ne me trompe pas. La BCE qui est en train de faire un petit glissement dans son discours. Tout ça n'aide pas. Donc ça rendra les conditions de financement des ménages, des entreprises moins favorables. Et là, on se dit, et c'est le titre de la vidéo aujourd'hui, et si la reprise économique était en train de dérailler? Oui, elle est en train de dérailler, mais il y a tous les éléments pour que ce soit difficile. Après, les banques centrales vont s'adapter aussi à la situation. La difficulté aujourd'hui, c'est de savoir jusqu'où iront les effets de second tour de ce choc inflationniste importé. Et notamment, on voit l'évolution à attendre des salaires, d'un certain nombre de prestations qui sont plus ou moins indexées, et de savoir si cette inflation importée devient une inflation autonome. Et il y a quand même une différence, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les États-Unis ont une inflation sous-jacente qui est supérieure à 5%, alors qu'elle est plutôt à 3% dans la zone euro. Pour le moment, c'est quand même beaucoup l'énergie dans la zone euro. Donc cet effet de second tour, il va falloir le scruter de façon sérieuse et précise. Et la réaction des banques centrales, c'est de savoir comment elles peuvent lutter contre cette inflation, tout en sachant qu'il y a des besoins de financement qui sont importants du côté des administrations publiques, mais aussi du côté des entreprises. Hein. Pour l'instant, le choix, on a compris que le choix, c'est l'inflation. Leur priorité, c'est le mandat, c'est l'inflation. Mais on est dans un moment aussi assez exceptionnel. Donc c'est vrai qu'il va falloir accepter certainement une inflation supérieure. Elles sont incapables de refaire venir l'inflation à 2%. C'est impossible. Non, mais là, à court terme, non. Non, mais bien sûr. Repris d'une récession monstrueuse. Mais de toute façon, voilà. L'idée, c'est pas possible de revenir aussi vite. Là, ce qui va être difficile, c'est de savoir qui encaisse ce choc inflationniste. Est-ce que c'est les ménages, par le pouvoir d'achat, c'est-à-dire que les salaires n'augmentent pas et l'inflation augmente? Est-ce que c'est les retraités qui seraient désindexés, par exemple? Est-ce que c'est les entreprises qui baissent, qui voient leur coût de production augmenter, leur prix n'augmenterait pas, à ce moment-là, c'est les marges qui sont réduites et leurs bénéfices baissent? Ou est-ce que c'est l'État qui va compenser et qui va devoir financer? Là, tout le monde va prendre un peu pour ça. Et donc tout le monde va prendre un peu. Ce que je veux dire, c'est que forcément, c'est un choc négatif. On ne produit pas d'hydrocarbures, donc il n'y a rien à gagner sur ce choc inflationniste. Et donc, pour la Banque centrale, ce qu'elle va, à mon avis, essayer de mettre en place, ou en tout cas dans le discours, c'est de dire qu'elle sera en soutien de l'économie tant qu'il n'y a pas d'effet de second tour. Donc la grande question dans les économies nationales, c'est cette histoire d'indexation. C'est qui va encaisser le choc? Et donc, est-ce qu'on est sur une inflation autonome et ces fameuses spirales inflationnistes, ou au contraire, on arrive à se gérer le choc, mais si on gère le choc, forcément, il y aura des perdants. Ouais. Je reviens et on finit là-dessus, Mathieu, c'est que quand on pose la question au gouvernement de savoir si la croissance la reprise est en train de dérailler, on nous dit non. La réalité, c'est que oui. Oui, on est dans un nouveau monde. Enfin, je veux dire, on ne peut pas dire que les choses sont les mêmes choses qu'il y a 6 mois, alors qu'on n'avait ni Omicron et ni la guerre en Ukraine. Enfin, le monde évolue et il est normal que la croissance aussi, elle n'est pas isolée de ce monde-là. Donc forcément, on peut avoir des bonnes surprises. Mais aujourd'hui, très clairement, si vous faites la liste, les points sont négatifs, quoi. Voilà, beaucoup de menaces en tout cas, qui ont peut-être raison effectivement de cette reprise. Et qui changent les réponses de politique économique, ça c'est quand même nouveau. Hein. C'est-à-dire que ça fait depuis les années 70 qu'on n'a pas connu
une telle inflation, j'allais dire, enfin début des années 80. Et donc c'est vrai qu'on était habitué à un monde sans inflation. Donc c'est quand même quelque chose de très nouveau et savoir comment on va le gérer, c'est intéressant dans un monde aussi où les niveaux de dette sont beaucoup plus élevés qu'avant. Ouais. Sachant que certains disent que l'inflation, c'est bon pour les dettes, puisque ça apure les dettes dans la Alors, durée. oui, mais il faut que ce soit aussi une inflation qui génère des revenus. Là, pour le moment, le problème, c'est que c'est une inflation qui nous coûte cher. Bon, on en reparlera tranquillement. Merci en tout cas d'être passé nous voir. Mathieu Plane, économiste et directeur adjoint du département d'analyse et prévision de l'OFCE. Merci David. Salut.